Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de découvrir ensemble le micro-framework Slim dans sa version 3. Alors un micro-framework, on fait la distinction par rapport aux frameworks classiques tels que Symfony, Laravel, ClickPHP ou autres par rapport au nombre de fonctionnalités qu'il vous offre. Donc dans le cas d'un framework classique, il arrive avec un ORM pour communiquer avec la base de données, un système de gestion de formulaire, un routeur, un système de contrôleur et globalement il a toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin. Le problème c'est qu'il vous impose de faire les choses d'une certaine façon et parfois vous n'avez pas besoin de tous les composants qu'il offre. Un micro-framework, lui, c'est une librairie qui va être un petit peu plus simple et qui ne va vous offrir que le strict nécessaire. Et après, derrière, si vous avez envie de communiquer avec une base de données, créer des formulaires, valider des données, il faudra faire les choses à votre manière. Donc l'avantage, c'est que vous avez plus de liberté sur les fonctionnalités à y implémenter. Alors qu'offre Slim justement? Donc Slim offre un système de routeur qui va vous permettre de faire pointer toutes les URL vers un fichier PHP et c'est le fichier PHP qui, suivant l'URL, va faire l'action qui est nécessaire de faire. Il offre un système de middleware qui va vous permettre de mettre en place une sorte de traitement avant ou après chaque requête. Et surtout, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'il supporte le standard PSR7. Donc le standard PSR7, c'est une série de spécifications qui concernent l'objet HTTP message. Donc vous avez globalement des interfaces pour l'objet requête et l'objet response. Donc l'avantage c'est que maintenant que ce truc-là est un standard, si vous avez envie d'utiliser une librairie tiers qui fera par exemple une gestion des tokens CSRF ou une validation des requêtes, si cette librairie-là utilise aussi ce standard-là, vous allez pouvoir l'utiliser au sein de Slim. L'avantage c'est que ça standardise un petit peu plus les choses. Et même si vous créez une librairie pour Slim, vous pourrez la porter plus tard sur d'autres choses s'ils implémentent ce standard-là. Donc ceci étant dit, je vous propose de le découvrir ensemble. Alors ce que j'ai fait, j'ai préparé un petit peu un exemple. Donc on va créer un site classique, on va utiliser du Twitter Bootstrap, on va pas forcément se compliquer la vie. On va voir comment utiliser un système de template avec Slim, donc on va utiliser Twig en l'occurrence. Et on va essayer de créer un petit formulaire de contact, ce qui nous permettra de voir les middleware et comment gérer les données de manière plus générale. Donc l'idée c'est d'avoir un formulaire où on rentre des données et si on fait des erreurs, on nous les affiche. Et en plus les données sont persistées et on nous réaffiche les données erronées. Alors pour commencer à utiliser Slim, vous avez la possibilité de créer un projet en utilisant un petit skeleton. Donc globalement, c'est une structure de dossier qui est déjà faite. Ceci étant dit, pour ce tutoriel-là, je pense qu'il est intéressant de partir d'absolument rien, histoire de découvrir un petit peu les choses. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est créer un nouveau dossier. Ici, je vais l'appeler Slim3 parce que je suis original. Et à l'intérieur, je vais initialiser Composer parce que maintenant, il est quasiment indispensable d'utiliser Composer pour charger différentes librairies. Donc au niveau de mon terminal, je vais me rendre dans le dossier que je viens de créer, le dossier Slim3, et je vais faire un coup de Composer init. Donc au niveau du nom de mon projet, je vais l'appeler GraphicArt/Slim3. Je ne vais pas mettre de description et je vais globalement laisser les informations de base. Et je ne veux pas gérer les dépendances de manière interactive. Voilà, je suis satisfait. Maintenant, je vais pouvoir installer Slim. Donc pour installer Slim, il faut faire un coup de Composer require slim/slim. Et ici, il va récupérer la version 3.5. Donc pendant qu'il est en train de charger les dépendances, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ce dossier-là au niveau de mon IDE. Et j'utilise ici IntelliJ, mais vous pouvez utiliser littéralement n'importe quoi. Donc au niveau de la structure que l'on va adopter, on va adopter une structure relativement classique, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les dossiers PHP à la racine, mais on va les créer dans un dossier public. Donc le dossier public, c'est ce qui sera accessible depuis Apache, Nginx ou autre. Donc ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler public et à l'intérieur, je vais créer mon index.php. À l'intérieur de cet index.php, ce que je fais, c'est que je charge l'autoloader de Composer. Donc là, vous devriez avoir l'habitude maintenant. Donc on charge le fichier autoload.php de Composer, ce qui nous permettra de charger automatiquement toutes les librairies dont on a besoin. Maintenant, j'ai besoin de lancer ce serveur-là. Donc si vous utilisez WAMP ou un outil un petit peu préfet, ce que vous allez faire, c'est que vous allez configurer le virtual host pour aller directement pointer vers ce dossier public. Moi ici, je n'ai pas Apache ni rien, on va directement utiliser le serveur web interne de PHP. Donc au niveau de mon terminal, je vais utiliser la commande php-s, on va le lancer en local, donc on va mettre localhost sur le port 8080, histoire de ne pas rentrer en collision avec d'autres choses que j'ai. Et je vais rajouter deux petits drapeaux. Je vais rajouter un drapeau pour lui dire que le dossier de base, c'est le dossier public, histoire qu'il n'aille pas à la racine de mon projet. Et je vais ensuite lui rajouter un drapeau pour lui dire qu'il doit activer dans les configurations un display errors à 1, histoire de pouvoir voir les erreurs que j'ai directement au niveau de ma page plutôt que de devoir ouvrir le terminal à chaque fois.
Et à la limite, je vais rajouter un truc. Alors là, c'est spécifique à ma configuration et pour les besoins de ce tutoriel, je vais activer l'extension Xdebug. Je fais ça pour que vous puissiez voir les erreurs de manière un petit peu plus visuelle et ça vous aidera dans cette vidéo. Voilà. Donc mon serveur est maintenant démarré et si je me rends sur la page localhost de .8080, je vais voir une page blanche parce que pour l'instant, je n'ai rien écrit. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et l'utilisation de Slim 3. Donc pour commencer, il faut initialiser Slim. On fait ça en créant une nouvelle variable que l'on va appeler ici app et on crée une nouvelle instance de Slim /slim /app. Donc c'est dans ce namespace là. Et on peut passer en paramètres de cette fonction des paramètres particuliers et même lui envoyer différentes dépendances. Là pour l'instant, on va rien faire, on va juste se contenter de ça. Ensuite, on va pouvoir déclarer les différentes routes de notre application. Donc les routes, ce sont les URL. Donc, par exemple, on peut lui dire, lorsque tu accèdes en get, donc lorsque tu tapes juste dans l'URL à la racine, je veux que tu exécutes une fonction. Et cette fonction prendra plusieurs paramètres. Elle prendra en premier paramètre un objet request et en second paramètre un objet response. Et parfois, en troisième paramètre, des arguments si nécessaire. Donc nous ici, on n'a pas besoin d'arguments, on va directement mettre ça. Alors là, hop, je mets un point virgule. Ces objets-là, donc cet objet request, c'est un objet de type slim http request. Et cet objet response, c'est un objet de type slim http response. Voilà. Si vous voulez mettre le typage, vous pouvez le mettre. Ça peut aider votre éditeur en l'occurrence. Donc là, je vais le mettre quand même. Donc c'est slim http request. Et ici, c'est slim http response. Et à l'intérieur de cette fonction-là, on va pouvoir y mettre différentes choses pour pouvoir afficher du contenu. Donc là, par exemple, je veux afficher salut les gens. Je peux faire un coup de return, response. Donc je renvoie une réponse. Je récupère le body, donc c'est-à-dire le texte de ma réponse. Et dans ce texte-là, je vais écrire salut les gens. Voilà. Et enfin, lorsque j'ai fini d'initialiser les différentes routes, je fais un coup de app run, histoire d'indiquer à Slim qu'il doit lancer entre guillemets cette application. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va charger les différentes routes que l'on a déclarées. Si maintenant je me rends sur cette page-là et que j'actualise, je vois bien qu'il m'affiche salut les gens. Donc cette manière d'écrire les choses, elle n'est pas propre à Slim, c'est pas Slim qui a décidé de faire les choses de cette manière-là, mais c'est directement, comme je vous l'ai dit, hérité du PSR7. Donc si je regarde mon objet response, hop, je vois qu'il implémente cette response interface. Et si je regarde au niveau de la librairie, la response interface, ce n'est pas quelque chose qui est dans Slim, mais c'est quelque chose qui est hérité du PSR. Et c'est à l'intérieur de cette interface où on a le getBody, par exemple. Alors là, c'est pas directement dans celle-là, mais c'est dans la message interface, parce que le response interface hérite d'un message interface. C'est un peu compliqué, mais hop, c'est à l'intérieur ici que l'on va avoir le getBody. Et le getBody, ça renvoie à un élément qui implémente le stream interface. Et le stream interface, de la même façon, c'est quelque chose qui vient du PSR7. Donc à l'intérieur, on a la fameuse méthode write qui permet d'écrire. Donc après, Slim offre quand même quelques petits raccourcis. Si vous regardez l'objet response, donc hop, cet objet de Slim, il a rajouté quelques petites méthodes qui peuvent vous simplifier la vie. Par exemple, vous avez une méthode write qui permet directement d'écrire les données et qui globalement fait exactement ce que l'on vient d'écrire. C'est juste un petit raccourci pour gagner du temps et on peut écrire salut les gens de cette manière-là. Alors je suis désolé si dès le début je rentre un petit peu dans le cœur du système, mais je pense qu'il est intéressant de comprendre comment ça fonctionne derrière pour comprendre les avantages qu'offre l'utilisation d'une interface particulière. Voilà. Et là, ça m'écrira aussi salut les gens. Donc après, à l'intérieur de cette fonction-là, vous pouvez y mettre n'importe quoi, mais l'avantage, c'est que vous pouvez communiquer avec les informations offertes par la page grâce à ces deux objets-là. Si par exemple, je veux écrire salut suivi du nom de la personne, et là je passe un nom, et je vais l'appeler par exemple Marc, pour récupérer ces paramètres-là, on peut utiliser cet objet request. Hop. Donc là, il faut prendre l'habitude, au-delà de prendre le réflexe peut-être de regarder dans la documentation, de se dire directement, alors je vais grossir un petit peu le texte, plutôt que de m'embêter à chercher dans la documentation, je regarde cet objet request et à l'intérieur, je vois ce qu'il y a. Et si je cherche, j'ai une méthode qui s'appelle getParams, qui permet de récupérer les différents paramètres. Et de la même façon que la méthode write, c'est juste un petit raccourci vers les méthodes qui sont définies dans le PSR7. Donc on a le getQueryParams et le getParsedBody. Ça, globalement, ça permet de récupérer ce qui est en get, et l'autre, ça permet de récupérer ce qui est en post. Si maintenant, hop, je reviens dans ma page index, hop, juste au-dessus, je vais mettre un coup de vardump et je vais débugger les paramètres. Je fais request getParams, hop.
ben, ça va me donner un tableau qui va contenir les différents paramètres de ma page. Et ici, en l'occurrence, ça va me donner le nom de la personne et ça va être Marc. Donc vous pouvez faire ça de cette manière-là, ou vous pouvez utiliser le système d'URL. Par exemple, je veux utiliser, on va mettre salut suivi du nom de la personne. Donc là, ça sera encore une fois Marc. Donc là, il me sort une erreur de type page not found parce que je n'ai pas défini la route qui correspond. Donc maintenant, je vais créer cette route-là. Donc je vais créer au niveau de ma route salut suivi du nom de la personne. Alors pour définir un paramètre, on le met entre accolades et on donne un nom à notre paramètre. Par exemple, ici, ça va être nom. Ensuite, en troisième paramètre de cette fonction, je vais donc avoir les arguments. Et si je fais un var dump et que j'affiche ces arguments, à l'intérieur, je vais retrouver le nom de la personne. Si je réactualise la page, ça me donne bien nom égale Marc. Donc si maintenant j'ai envie de renvoyer salut suivi du nom de la personne, ben je peux lui dire je veux que tu renvoies le nom de la personne. Donc ici c'est nom. Voilà. Et si je réactualise, ça m'affichera salut Marc. Donc voilà pour le concept de base. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez comme ça utiliser ces différents objets pour interagir avec ce qui rentre et ce qui sort. Et vous avez en plus les arguments si vous voulez créer des paramètres au niveau de vos URL. Donc après, au niveau de ce système de routeur, ici on peut utiliser différents verbes suivant ce que l'on souhaite faire. Post, put, delete et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en plus de ce système de routeur, Slim vous offre un système de middleware. Un middleware, globalement, c'est quelque chose qui va se placer avant ou après chaque requête. Alors vous avez un petit schéma qui vous explique ça au niveau de la documentation. Je pense qu'il est pas mal bien foutu. Donc le principe, c'est que lorsque vous arrivez dans votre application, nous directement, on attaque cette partie app. Mais vous allez pouvoir placer un middleware qui va pouvoir exécuter un code avant l'entrée ou après la sortie. Alors pour créer un nouveau middleware, il suffit de créer une classe générique. Donc on va la créer juste ici. Donc je vais créer une classe que je vais appeler demo middleware. Et pour l'instant, je vais la laisser vide. Donc à l'intérieur, je vais avoir besoin d'une fonction qui va s'appeler invoke et qui va permettre de définir ce que l'on doit faire avant ou après la requête. Donc je crée une nouvelle fonction que j'appelle invoke et qui prendra deux paramètres. Et ce sont les mêmes paramètres que cette fonction-là. Donc on a un premier paramètre, la requête, et un second paramètre, la réponse. Et on a un paramètre supplémentaire qui est un callback à appeler, qui s'appelle next. Alors globalement, on appellera ce callback pour lui dire il faut que tu passes à l'étape suivante. Donc si ce callback n'est pas appelé, la requête ne sera pas exécutée. Donc nous, en l'occurrence, ici, on va prendre la réponse et on va rajouter quelque chose. Donc, par exemple, ici, je prends ma réponse et à l'intérieur, j'écris un petit H1. Hop, et on va mettre bienvenue. Et après, je veux que laisser le reste du script s'exécuter. Donc là, je retourne la réponse en faisant un next et je lui passe en paramètre la requête et la réponse. Voilà, donc globalement, je lui ai dit, dès qu'une requête arrive, je veux faire ce petit bout de code là et ensuite, je te laisse continuer. Maintenant, mon middleware, il faut que je lui dise de l'utiliser. Donc, je peux lui dire de l'utiliser de manière globale ou simplement pour une route en particulier. Donc, nous, on va ici le faire de manière globale. On fait app add et on lui dit de lancer une nouvelle instance de mon démo middleware. Voilà. Si maintenant je réactualise la page, ça m'affiche bienvenue. Alors, j'ai oublié un E. Puis ensuite, ça m'affiche salut Marc. Si je me dis je veux faire quelque chose après cette exécution-là, je peux le faire en stockant ici la réponse. Donc là, hop, cette réponse-là, c'est la réponse qui a été modifiée par cette méthode-là. Donc globalement, ça revient à ce code qui est exécuté ici. Et ensuite, je peux écrire quelque chose. Donc par exemple, on va afficher au revoir. Et après, je retourne, et ça c'est systématique, il faut tout le temps retourner la réponse. C'est important. Si maintenant je réactualise la page, je vois que ça m'affiche bienvenue. Ça me fait ensuite le code de mon callback classique pour ma route. Et enfin, ça affiche au revoir. Alors là, comme ça, forcément, c'est pas vraiment très intéressant, mais vous allez voir que ça peut avoir des applications utiles. Par exemple, si vous avez envie de mettre en place un système de vérification de token CSRF, c'est avec ce système de middleware que vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir lui dire, lorsque tu arrives, je vérifie si la requête est en get, post, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si elle est en post, put, delete ou autre, je vérifie qu'il y a un token. S'il n'y a pas le token, je renvoie une erreur. S'il y a le token, je fais un next et je laisse l'opération se continuer. Pareil, si on veut gérer un système d'authentification, là on pourra dire, je vérifie dans la session si l'utilisateur est connecté. Si l'utilisateur est connecté, je fais un next. S'il n'est pas connecté, je fais
j'ai créé un header en lui disant bon ben ce n'est pas bon et je le renvoie vers une autre page où je lui renvoie tout simplement une erreur. Donc les middleware vont permettre comme ça de mettre une logique particulière au niveau de notre application et ça c'est plutôt cool. Enfin, la dernière chose qui est intéressante au niveau de Slim, c'est son conteneur qui va vous permettre de passer des choses et de réutiliser des classes un petit peu où vous en avez besoin. Alors pour vous expliquer ça, je pense qu'il peut être intéressant de faire un truc avec une base de données. L'idée c'est de récupérer par exemple les informations d'une table. Alors je vais me rendre sur phpMyAdmin. Hop. Donc là, je l'ai hébergé sur le port 3000. Je vais créer une nouvelle base de données que je vais appeler Slim3. Donc là, on va la créer ici. Et à l'intérieur de cette base de données, je vais créer une nouvelle table que je vais appeler Post avec un S et qui va avoir 2 colonnes. La première colonne, ça sera l'ID en clé primaire et en auto-incrémente. Donc je mets ici auto-incrémente et clé primaire. Et je vais mettre un second champ que je vais appeler Name qui sera une chaîne de caractères qui contiendra le nom de l'article. L'idée, c'est juste de vous faire une petite démonstration et de vous montrer comment on peut partager un objet entre différentes choses. Et oui, effectivement, ici, j'ai oublié la taille. Hop, on va mettre 255 caractères. Et à l'intérieur de cette table-là, je vais insérer différents articles. Donc, on va mettre article 1 et ici, article 2. Donc, mon idée, c'est de me dire, bon, ben, je vais interroger cette base de données et récupérer les informations. Donc pour faire ça, je vais utiliser l'objet PDO parce que je suis habitué à l'utiliser. Donc au niveau de mon code, je commence par initialiser PDO en faisant new PDO. Je vais préciser que j'ai une base de données de type MySQL. Le nom de la base de données, c'est Slim3. Le nom d'hôte, c'est localhost. Et ensuite, le login, c'est root. Et le mot de passe, c'est root. Je vais en profiter pour définir différents attributs. Donc je fais un PDO, set attribute. Et je vais préciser que si j'ai une erreur au niveau de MySQL, donc c'est un PDO :@error. Donc ça, c'est juste pour me permettre de voir les erreurs et je renverrai une exception. Donc je fais PDO :rmod exception. Voilà, après je me fiche de savoir comment il récupère les informations. Au niveau de mon code ici, j'ai envie d'utiliser PDO. Donc on pourrait être tenté de se dire, bon, je fais un coup de PDO prépare et je vais préparer une requête assez simple. Je fais un select everything from post avec un S. Ensuite, j'exécute cette requête, donc il faut que je la sauvegarde juste avant. Et je récupère les informations. Donc je fais post égale requête fetch all. Et ces postes-là, je vais les afficher juste après en faisant un coup de var dump de post. Donc si je fais ça, je vais tomber sur une erreur. Il va me dire je ne connais pas l'objet PDO dans cette fonction-là. Parce que lorsque l'on écrit une fonction anonyme comme ça ou une closure en PHP, on n'a pas accès au contexte extérieur. Donc on pourrait tenter de se dire je vais use PDO. Alors le problème de ce code-là, c'est que là ça va permettre de faire fonctionner le système, mais ça veut dire qu'on initialise la connexion à la base de données tout le temps, même quand on n'en a pas besoin. Donc pour pouvoir résoudre un petit peu tous ces problèmes-là, on a un système de container qui va permettre d'indiquer à Slim toutes les différentes librairies dont on pourrait avoir besoin. Donc pour créer un container, au niveau de notre Slim, lorsque l'on initialise, on peut faire $container égale $app get container. Si on regarde le code de cette fonction-là, ça nous renvoie un objet qui implémente cette interface-là. Après, à l'intérieur de cet objet-là, je peux lui donner différentes choses. Par exemple, je peux lui dire, dans ce container, je veux que tu crées une clé pour PDO, et cette clé, ça va exécuter cette fonction-là. Et dans cette fonction, je lui explique qu'est-ce qu'il doit faire pour initialiser PDO. Donc, globalement, c'est ce code que je retrouve ici. Sauf qu'à la fin, je dois retourner mon objet PDO, sinon il ne va pas savoir comment le récupérer. L'avantage ensuite, c'est que lorsque j'ai besoin de PDO ici, je peux utiliser ce système de container. Donc là, plutôt que d'utiliser PDO, je peux faire un coup de vis PDO prépare. Et après, le reste du code va continuer à s'exécuter. Si maintenant je réactualise la page, je vois que ça me donne le même résultat. Alors là, il y a besoin de plusieurs explications. Premièrement, ce système de container, quel est l'avantage? Parce qu'on pourrait se dire, ça fait la même chose. L'avantage, c'est que si on n'écrit pas ce code ici, donc si je commande ce code-là, et que là, je mets un coup de var dump PDO appelé,
ben, ce code-là ne sera pas exécuté. Vu qu'à aucun moment je n'ai besoin de faire un vis PDO, lui il n'exécute pas ce code et du coup ben, ma connexion à la base de données n'est pas chargée. Donc ça fait une sorte de lazy loading. Si maintenant par contre je réexécute mon code, ça fonctionne correctement. Et là PDO est bien appelé. Donc ça vous permet comme ça de définir les différentes dépendances. Second point, on peut être étonné de ce vis ici. Comment ça se fait qu'on fasse vis alors qu'on n'est pas dans une classe? Donc lorsqu'en fait il lance cette fonction-là, il lui bind un vis particulier et vis fait référence tout simplement à notre container. Si je fais ici un coup de var dump et que je débug vis, que j'enlève ce var dump ici, hop, je vois que j'obtiens une instance du slim container. Et c'est ce slim container qui me permet d'obtenir les différentes informations. Donc pour obtenir la connexion à la base de données ou n'importe quel objet qui se situe dans ce container, je peux directement faire vis et le nom du container, ou je peux utiliser la méthode get et lui dire le nom que j'ai déclaré ici. Les deux méthodes sont identiques. Il y en a une qui utilise les fonctions magiques de PHP et l'autre qui est un petit peu plus traditionnelle. Si je réactualise, ça me redonne toujours le nom de la personne. Donc le gros avantage de ce système de container là, c'est qu'il va vous permettre de pas forcément avoir à vous soucier de comment sont initialisés les objets, de les déclarer en amont, de les injecter dans le container suivant ce dont vous avez besoin, et après vous n'avez à vous soucier d'absolument rien. Si par exemple ici je crée un nouvel objet, alors une nouvelle classe que je vais appeler database, qui va me permettre de faire des requêtes plus simplement. J'imagine avoir une public function query qui prendra en paramètre la requête à exécuter, donc on va l'appeler SQL, et qui renverrait directement les résultats. C'est un exemple vraiment juste pour vous montrer l'intérêt que peut avoir ce système de container. À l'intérieur, je ferai ce code ici. Hop. Donc là, je vais quand même le garder ici. Je lui dirai, je veux que tu récupères PDO, et je veux qu'ensuite tu fasses la requête SQL. Tu exécutes cette requête-là et tu retournes directement les résultats. Le problème ici, c'est que je n'aurai pas accès à PDO. Donc, pour faire les choses proprement, je me dis je vais utiliser l'injection de dépendance. Donc, dans cet objet-là, je vais créer une propriété PDO. Donc, dans le constructeur de database, je crée un constructeur et je vais lui dire que je vais avoir besoin d'une instance de PDO. Et je peux même préciser le typage si besoin, histoire qu'on sache de quoi on parle. Et ce champ-là, je l'initialise. Donc là, je vais utiliser mon IDE juste pour pas trop me compliquer la vie, mais je fais un vis PDO égale PDO. Et je déclare cette propriété en privé au-dessus. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'initialise ma base de données, si ici je veux le faire, si je veux faire ma requête, je suis obligé de faire un coup de db égale new database, de lui passer l'instance de PDO, et ensuite de pouvoir faire ma requête. db query select everything from post. Et ça, je sauvegarde dans la variable post que je débug juste après. Si je réactualise la page, ça me donne toujours le même résultat. Le problème, c'est que si ma classe est plus compliquée à construire, ça veut dire qu'à chaque fois que j'en ai besoin, je dois faire ça. Mais pas besoin de m'embêter tant que ça, je peux utiliser le système de dépendance. Donc je fais container, je crée une nouvelle clé pour db. C'est une fonction qui prendra en paramètre le container. Et à l'intérieur, je peux lui dire, je veux que tu instancies une nouvelle instance de database en lui passant PDO. Et là, PDO, je peux l'obtenir grâce au container. Voilà. Et ça, je n'ai qu'à le retourner. Maintenant, au niveau de mon code, ça me permet de simplifier les choses. Dès que j'ai besoin d'accéder à la base de données, j'ai juste à faire un coup de vis, ou appeler le container, et faire db. Et hop, ça fonctionne automatiquement. Si je réactualise la page, ça me donne toujours le même résultat. Donc voilà à quoi peut servir ce système de container. Donc c'est quelque chose de relativement basique que vous offre Slim, mais derrière, vous pouvez utiliser autre chose si vous le souhaitez. Enfin, dernière petite fonctionnalité de Slim, et après on fera un exemple concret pour mettre en place un petit peu tout ce que l'on a vu, le cas des contrôleurs. Alors c'est un nom un petit peu technique, mais en vrai c'est juste un système de classe. Vous le devinez, si vous commencez à écrire tout votre code ici, dans cette fonction, avec ce système-là, vous allez vous retrouver avec un code de manière assez procédurale et avec beaucoup de lignes, ce qui n'est pas forcément très pratique. Donc Slim vous permet, plutôt que de créer les fonctions directement ici, d'utiliser un système de classes et de contrôleurs. Donc ce qu'il vous suffit de faire, c'est de déclarer votre contrôleur ou votre classe générique. Donc nous on va l'appeler contrôleur juste par rapport à la terminologie, c'est plus logique. On va l'appeler ici par exemple page contrôleur. Et c'est une classe qui va avoir un constructeur, et ça c'est important, qui prendra en paramètre le container. Donc après, elle peut faire ce qu'elle veut. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser le champ. C'est-à-dire que je vais créer une propriété au niveau de notre page contrôleur qui va s'appeler container. Ensuite, à l'intérieur, je vais avoir ma fonction
Je vais l'appeler par exemple salut. Comme ceci, hop. Et je crois que ça prenait le nom en paramètre, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc cette fonction-là, salut, elle prendra les mêmes paramètres que l'on a ici. Donc je peux lui mettre les paramètres comme ceci. Et à l'intérieur, je vais exécuter le même code que j'avais ici. Sauf que, attention, ici, le this ne fera pas référence au container, mais il fera référence à mon contrôleur. Donc si je veux accéder à db, il faut que je fasse this container db et ensuite ma requête. Maintenant, au niveau de cette route-là, plutôt que de m'embêter à déclarer directement la fonction, je peux lui dire, je veux que tu appelles le page contrôleur et je veux que tu appelles la méthode donc salut. Voilà. Et là, ça fera tout à notre place. Ça initialisera une nouvelle instance du page contrôleur en lui passant en paramètre le container. Et ensuite, ça utilisera la méthode salut avec les arguments que l'on connaît. Si maintenant je réactualise ma page, je vois que j'obtiens encore une fois toujours le même résultat. Alors ce que je vous propose, c'est de refaire un petit peu les choses, de mieux nous organiser et de faire un exemple concret. On va créer 2 pages, on va créer un système de template et tout ça, tout ça. Donc on va fermer tout ce que l'on a ouvert et on va fermer la partie index.php. Voilà, on revide tout et on est reparti. Donc mon idée, c'est de me créer une petite page qui utilise le Twitter Bootstrap et qui me permette d'afficher un petit texte. Et je n'ai pas forcément envie de m'embêter avec le request whitebody, je veux plutôt utiliser un système de template. Donc je vais commencer par charger l'autoloader de Composer. Donc je remonte un dossier, je charge le vendor autoload.php. Ensuite, j'initialise mon application en faisant un coup de app égale new app. Sauf que là, je vais en profiter pour déclarer un paramètre. Donc vous pouvez déclarer différentes choses et il y a un paramètre qui est important qui est le paramètre settings qui vous permet, comme son nom l'indique, de définir les paramètres de votre application. Alors si vous avez besoin de connaître l'ensemble des paramètres qui sont disponibles pour Slim, il vous suffit d'aller sur la documentation, hop, et dans la documentation, vous cherchez settings, voilà, et vous allez trouver les différentes configurations. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le display error details, parce que lorsqu'on va avoir une erreur, ça nous affichera simplement une page d'erreur 404, ce qui n'est pas du tout facile pour débugger. Donc là, je vais lui dire, je veux que tu fasses un display error details à true. Voilà, ce qui me permettra, on risque de faire des erreurs par la suite, de savoir un petit peu vers où on va. Et après, je pense directement à lancer mon application en faisant un coup de app run. Maintenant, je vais lui dire, je veux que tu accèdes à la page d'accueil. Donc je fais un coup de app get, la page d'accueil c'est slash, et là je ne vais pas m'embêter, je vais utiliser le système de contrôleurs pour mieux m'organiser. Et histoire de ne pas mettre les contrôleurs au même niveau, je vais créer un nouveau dossier qui va accueillir mes différentes choses. Donc, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler app. Dedans, j'aurai un dossier controllers qui va contenir les controllers. Et ici, je vais créer un page controller.php. Et je vais utiliser le système d'autoloading de Composer pour pouvoir arriver à charger cette classe-là. Donc l'idée, c'est à l'intérieur ici, je crée une nouvelle classe qui va être dans le namespace app anti/controllers. Et je crée ma classe qui va s'appeler page controller. Comme on l'a vu tout à l'heure, elle doit avoir un constructeur. Et dans ce constructeur, on injecte le container. Voilà. Et dedans, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler home qui permettra d'afficher la home. Donc on aura en premier paramètre quelque chose qui hérite. Alors là, on peut lui dire, je veux que ce soit vraiment un objet de type Slim HTTP, ou si on veut créer un contrôleur de manière un peu plus générique, on peut utiliser le request interface du PSR. À vous de voir ce que vous souhaitez. Donc nous ici, on va utiliser le request interface, et ensuite, on utilise le response interface. Voilà, vous pouvez mettre le typage ou non, c'est à vous de voir, et c'est tout pour le moment. À la limite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va juste afficher bonjour. Donc on fait un coup de response. Alors je ne veux pas utiliser les méthodes qui sont propres à Slim, mais je vais utiliser celle du PSR. Comme ça, j'ai un code qui est portable d'une librairie à l'autre. Donc là, au niveau de notre body, je vais récupérer le body et je vais écrire « Salut les gens ». Voilà. Alors cette classe-là n'est pas automatiquement chargée et je ne veux pas avoir à faire des requires partout. Donc au niveau de mon autoloader, au niveau de Composer, je vais lui préciser, donc c'est au-dessus ici, je vais avoir un autoload de type PSR4. Et à l'intérieur, donc pour mon namespace app, il faut que tu ailles les chercher dans le dossier app. Voilà, c'est plutôt simple, mais ça me permettra comme ça d'avoir l'autoloading de classe.
Donc je sauvegarde, je dois réinitialiser mon autoloader. Donc je coupe mon serveur PHP et je fais un coup de composer dump-autoload. Et ensuite, je relance mon serveur. Maintenant, au niveau de mon index.php, ici, il faut que je lui dise, tu vas dans le namespace app, contrôleur et tout ça, où je peux même pas m'embêter, je peux directement faire un coup de page contrôleur, de classe. Ça me renverra cette chaîne sous forme de chaîne de caractères. Et ensuite, je vais appeler l'action index, home. Donc, là, vous le voyez déjà, et par rapport à tout à l'heure, ça permet quand même d'être beaucoup mieux organisé. Et je pense que j'ai fait le tour de ce dont j'avais besoin. Si maintenant je me rends sur ma page d'accueil, donc là c'est cette page-là, je vois bien qu'il m'affiche « Salut les gens ». Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux fenêtres l'une à côté de l'autre, en tout cas pour pouvoir passer plus simplement de l'une à l'autre. Donc jusqu'à maintenant, on a écrit du texte assez classique, mais moi j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus poussé. Je veux avoir un vrai système de template pour pouvoir mieux m'organiser. Donc si vous regardez au niveau de la documentation, vous avez, vous pouvez chercher Twig, c'est Twig Slim Framework. Vous avez carrément un truc qui vous explique comment utiliser Slim. Donc vous avez juste à faire un petit coup de Composer Require et à charger ça. Donc là je vais le faire directement au niveau de mon terminal ici. Et ensuite vous voyez initialiser app comme on l'a fait. Il récupère le container et il va créer dans le container un truc pour l'objet view. Et dedans il va mettre ce code là. Donc là je ne vais pas m'embêter, je vais recopier ça. Alors vu que je vais avoir pas mal de choses à faire au niveau de ce code-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le séparer. Je vais imaginer dans mon dossier app, créer un nouveau fichier que je vais appeler container.php, qui lui va contenir que le code destiné à injecter les choses dans le container. Donc au niveau de mon public index.php, ce que je fais, c'est que juste après avoir initialisé app, je fais un coup de require et je lui dis, je veux que tu charges le container. Donc tu reviens un cran en arrière, tu vas dans app et tu charges container.php. Voilà, l'idée c'est de séparer au maximum le code. Donc là, au niveau de notre container, hop, je récupère le container en faisant container égale app get container. Et ensuite, j'exécute ce code-là. Alors, on va quand même le regarder. Donc, il crée ici une nouvelle clé pour view. Et à l'intérieur, il initialise cet objet-là, Twig. Donc, qui est un objet qui n'est pas directement l'objet Twig, mais qui est un objet de Slim. Et à l'intérieur, il met le chemin vers le template. Alors le chemin vers le template, on imagine nous avoir nos vues dans un dossier views qui va se situer ici. Et par exemple pour la page d'accueil, on va créer un sous-dossier page, puis on va l'appeler home.twig. Et là on écrira notre fameux salut les gens. On avance petit pas par petit pas. Donc au niveau de notre container, je vais lui dire ici, le chemin vers le template, c'est ce dossier view. Donc je vais stocker d'abord le dossier dans lequel on est. Donc je vais créer une variable que je vais appeler dir. Alors je vais le faire directement ici. Dire, ça sera le dossier parent au dossier actuel. Donc là, ça me permet d'avoir le chemin absolu vers le dossier app. Donc le chemin vers les templates, ça sera ce dossier-là, suivi de /app/views. Voilà. Donc après, en second paramètre, on peut avoir tout un tableau d'options. Donc il précise par exemple le chemin vers le cache. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Twig, ça met quand même un petit temps à parser les templates. Donc on va mettre un dossier de cache. Donc on va dire c'est dans le dossier parent, donc là c'est le dossier à la racine, et on va créer un nouveau dossier que l'on va appeler TMP. Donc là je crée un nouveau dossier TMP qui sera pour les fichiers temporaires. Donc là je vais lui dire tu stockes ça dans les fichiers temporaires. Et on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler cache. Parce qu'on imagine peut-être plus tard on aura besoin de stocker d'autres trucs temporairement. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Après on pourra préciser d'autres paramètres, on le verra après. Donc une fois qu'il a chargé le système de vue, il ajoute une extension au niveau de Twig, et si je regarde en fait, hop, c'est quelque chose, donc là c'est propre à Twig, il rajoute différents paramètres pour pouvoir ajouter des méthodes path for et base URL, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir utiliser ces fonctions directement au sein de Twig, sans forcément nous compliquer la vie, et ça c'est plutôt cool. Voilà à quoi ça sert. Donc maintenant au niveau de ma page Home, plutôt que de m'embêter à définir le code que je dois écrire, donc au niveau de mon contrôleur, je peux directement lui dire d'utiliser Twig. En faisant, hop, un container, alors je récupère le container, dans this container, je récupère view, donc c'est ce qu'il vient d'injecter, et ensuite je peux lui dire je veux que tu rendes, donc je te passe en premier paramètre la réponse, qui contiendrait différentes choses, je te donne en second paramètre le fichier, donc là nous ici ça sera à partir du dossier view, donc c'est le dossier page
Puis ensuite, c'est le dossier home.twig, enfin le fichier home.twig. Et enfin, je te donne les différents arguments. Nous en l'occurrence, on n'a rien à envoyer à notre vue. Si maintenant je réactualise la page, donc ici, ça me donne toujours salut les gens. Si je veux afficher le nom de la personne, ici, donc par exemple, je lui passe un paramètre name et je lui passe Marc. Si je veux afficher au niveau de mon template ce paramètre-là, ben je peux lui dire, hop, ici, je veux que tu affiches Marc. Et je peux utiliser Twig, c'est beaucoup plus simple. Donc là, c'est plutôt name. Et ça me donnera salut Marc. Alors par contre, ici, ça ne fait rien. Alors c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'on a mis en place ce système de cache. Et là, à l'intérieur, il a mis en cache le code qui se situe au niveau de notre fonction. Donc nous, pendant nos tests, évidemment, on n'a pas envie qu'il y ait ce cache d'activer. Donc là, on va mettre tout simplement false. Voilà, on désactive le cache. Et si maintenant je réactualise, ça m'affiche bien salut Marc. L'avantage de Twig, c'est qu'il nous permet aussi de gérer un système de layout un petit peu plus compliqué. Donc par exemple, je vais créer ici un nouveau fichier que je vais mettre à la racine, que je vais appeler layout.twig. Donc à l'intérieur, je vais créer une page HTML standard. Alors là, j'ai un template un petit peu tout fait. Si ce n'est ici que je vais charger du Twitter Bootstrap, je ne vais pas mettre de style. Voilà. Et à l'intérieur, je vais avoir mon body. L'idée, c'est d'afficher le contenu à cet endroit-là. Par exemple, je vais mettre un H1, mon contenu, et j'affiche mon contenu. Donc je peux utiliser le système de Twig. Donc je vais déclarer un bloc à l'intérieur ici. Je fais un bloc que je vais appeler content. Et après, je mets un endblock. Au niveau de mon home.twig, je vais lui dire je veux que tu extends de ce layout là. Donc là, je lui dis tu extends du fichier layout.twig. Donc ici tu as la racine, donc pas de souci à ce niveau-là. Tu vas déclarer le bloc content. Et hop, tu penses à mettre le endblock. C'est chiant, il ne le fait pas tout de suite. Et à l'intérieur, tu mets le salut Marc. Maintenant, si je réactualise, ça m'affiche quelque chose d'un petit peu plus propre et j'ai vraiment une page complète. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour, au niveau de mon layout.twig, mettre une petite navbar. Donc je crée une nav qui a la classe navbar.navbar-inverse pour que ce soit en noir et blanc. Et je précise qu'elle est collée en haut en faisant un navbar statique. Top, hein, je kiffe vraiment Twitter Bootstrap et ses 2 millions de classes. Donc je crée mon container tout en haut. Et ensuite, on est parti. Le navbar header qui va contenir le logo. Navbar... Je déteste ça. Brand, voilà. Et à l'intérieur, on va mettre le titre de notre site, on va l'appeler Slim3. Et juste en dessous, je vais créer la navigation à proprement parler et je veux faire un lien vers une page qui s'appellera la page contact. Donc je crée un LI, à l'intérieur je crée un href et je vais mettre le lien vers la page contact. Alors là je suis un petit peu embêté, on verra comment récupérer le lien plus tard et j'appelle ce lien contact. Si maintenant je réactualise, ça me donne une petite barre sympa. Bon, j'ai dû juste merder au niveau de ce code-là. Ici, c'est navbar-nav, je crois. Hop. Voilà, là, ça me donne quelque chose d'un petit peu plus sympa. Et quand c'est collé, ça donne ça. Et hop, on a des arrondis un peu bizarres. Alors ici, c'est navbar static top. Voilà. Maintenant, je déclare ma page contact. Donc ici, au niveau de mon index.php, je crée une nouvelle page que je vais appeler contact. On gardera notre page contrôleur et on va imaginer ici la page que l'on va appeler, ça va être la page get contact. Bon, c'est un exemple, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Cette action, je vais aller la créer. Donc si déjà vous essayez d'y accéder, si vous faites un coup de /contact, vous allez obtenir une erreur. Si vous enlevez ce display error detail, voilà ce que verront les gens en production. Donc vous pouvez évidemment changer la manière dont sont gérées les erreurs, mais pour l'instant on va laisser ça et on va remettre à true, ce qui nous permettra de débugger les choses. Donc là il n'y arrive pas parce qu'il ne trouve pas le get contact. Donc je vais aller créer cette action là. Hop, je descends un petit peu plus bas, je duplique ma fonction home, elle va s'appeler get contact, elle prendra toujours les mêmes paramètres, et elle fera un visRender, elle rendra le fichier contact.twig, et elle le rendra sans envoyer de paramètres. Et là de la même façon, je n'envoie pas de paramètres non plus. Juste maintenant, je vais modifier ma page, je vais modifier mon home et mettre un H1, bienvenue, et après un petit lorem ipsum. Je vais créer mon fichier contact.twig, Je peux dupliquer le code que j'ai déjà sur le home.twig pour le coup. Voilà. Au niveau du H1, je vais mettre me contacter. Hop. Et après, en dessous, j'aurai mon formulaire.
Si maintenant je réactualise la page, j'ai bien me contacter, mon petit texte, et en dessous j'aurai le formulaire. Le problème c'est que ce lien-là, j'ai envie qu'il pointe vers contact. Alors ce que je pourrais être tenté de me faire, c'est tout simplement de me dire, bon ben au niveau de ton layout, tu vas mettre /contact et tu ne t'embêtes pas. Le problème c'est que si demain le mec du SEO me dit, ah ben je veux que l'URL s'appelle nous contacter, ben il va me foutre un petit peu dans la merde. Alors la solution c'est d'utiliser des routes nommées. Donc au niveau de notre routeur, de notre index.php, on peut donner un nom à notre route. En mettant ici un coup de setName, et on lui précise le nom de cette route, ça va être contact. Maintenant, lorsque je vais obtenir l'URL de cette route-là, plutôt que d'utiliser directement la chaîne de caractères, je peux utiliser le helper path for. Et je lui dis, je veux le chemin pour la page contact. Si maintenant je réactualise la page, ça me donnera sur ce lien-là /contact automatiquement. Si demain la personne du SEO vient me voir et me dit bon moi j'aimerais bien que ça s'appelle nous contacter, je change juste ça ici et tout va être changé dynamiquement au sein de mon application. Alors là cette URL ne va plus fonctionner évidemment, mais si je clique sur nous contacter, ça me mène toujours à cette page-là. Alors un autre détail pour un petit peu améliorer les choses, c'est qu'au niveau de notre page contrôleur, tout ça c'est pas vraiment très pratique, on est d'accord. Et de devoir, si on a plusieurs contrôleurs, refaire ça à chaque fois, pareil, ce n'est pas pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle classe ici que je vais appeler contrôleur. Et je vais faire hériter tous mes contrôleurs de ce contrôleur-là. Donc je crée ici un nouveau fichier que je vais appeler contrôleur.php. Je vais reprendre un petit peu juste cette base-là. Donc le namespace, ça sera app-controller. Je crée une classe que j'appelle contrôleur. Et ensuite, à l'intérieur, je mettrai les différents codes. Donc je vais revenir sur ce page contrôleur et je vais lui dire qu'il extends du contrôleur en général. Et du coup, tout ce code-là, il va être pas différent d'un contrôleur à l'autre, donc je peux le caler ici. Voilà. De la même façon, lorsque j'ai besoin de rendre quelque chose, je vois que je fais un petit peu toujours la même chose. Donc là, je vais lui dire, je vais directement avoir une méthode render sur le contrôleur. Comme ceci. C'est quand même beaucoup plus pratique. Maintenant, au niveau de mon contrôleur parent, je fais un public function render. Ça prendra en paramètre donc la response. Donc là, on va directement utiliser l'interface. Et ça prendra en second paramètre le nom du fichier à charger. Et à l'intérieur, ça fera un coup de vis, container view render. Ça prendra en premier paramètre la response et en second paramètre le fichier à rendre. Voilà, comme ça, j'ai un code qui est un petit peu plus simple à écrire maintenant au niveau de nos différents contrôleurs. On va maintenant passer au formulaire. Donc je vais créer le formulaire de manière relativement classique. Je crée un formulaire. L'action, ça sera le chemin pour la page contact. Et j'utilise ici en méthode post. Je vais ensuite créer mes différents formulaires. Donc je crée un form group. À l'intérieur de cette div, je vais avoir le label. Donc là, ça sera votre nom. Et ensuite, je crée un champ. Donc ça sera un champ de type texte et qui aura la classe form control, histoire que Twitter Bootstrap y mette les bonnes choses. Et je vais lui donner le nom, name, et je lui donne l'id name, histoire que le label soit relayé. Et je vais faire ça pour d'autres champs. Donc je crée ensuite un second champ qui va être votre email. Donc ce champ, il va avoir comme nom et comme ID email. Donc je change tout en un seul coup et c'est plus rapide. Et enfin, je vais avoir votre message. Donc ça sera ici votre message. Ça sera pour le content. Sauf qu'ici, ça ne sera pas un input, mais ça sera un text area. Et là, je ferme le text area. Pareil, ici, je vais mettre content. Et enfin, la dernière petite chose, ça sera le bouton de soumission. Donc je crée un div qui va avoir la classe form group, encore une fois. Et à l'intérieur, un input de type submit qui va avoir la classe bouton, bouton primaire. Et je lui donne la valeur envoyée. Voilà. Si maintenant je réactualise, j'ai mon super joli formulaire. Lorsque je soumets les informations, si je soumets n'importe quoi et que je clique sur envoyer, il va me dire que pour la page nous contacter, il n'a rien. Donc là, au niveau de notre index.php, on va rajouter une route. On va lui dire, lorsque tu appelles en post la page nous contacter, je veux que tu appelles la méthode post contact au niveau de notre page contrôleur. D'ailleurs, si je ne veux pas m'embêter, je peux importer la classe tout en haut pour que ce soit un petit peu plus rapide à ce niveau-là. Et cette route-là, je ne lui donne pas de nom. Pas besoin, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, je vais aller créer ce contrôleur-là. Donc, je crée une nouvelle fonction que j'appelle postContact et qui prendra les mêmes paramètres. C'est la même signature de fonction en fonction.
Et là, hop, ça ne sera pas getContact, mais postContact. Et à l'intérieur, je mets simplement un coup de var dump et je vais débugger les différents paramètres que j'obtiens en faisant un request getParams. Hop, la petite méthode qui compilait tout ce qui était posté. Et je mets un die histoire qu'il ne fasse rien derrière. Si je réactualise, je ressoumets les informations et je vois bien que j'obtiens le nom, l'email et le content. Alors ici, je vais revenir juste en arrière, hop, et je vais mettre un email valide, histoire de pouvoir resoumettre les informations systématiquement et que l'email soit toujours valide. Du coup, à cet endroit-là, je peux envoyer l'email. Alors, je peux envoyer l'email avec la fonction mail. Ceci étant dit, vu que je suis en local ici, je n'ai pas d'environnement pour envoyer les emails, ce qui n'est pas pratique. Donc, je vais utiliser MailDev. Alors, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet de terminal et je vais lancer MailDev. Ce qui me permet, lorsque je me rends sur l'URL avec le port 1080, d'avoir comme ça mon info client mail qui me permettra de tester les choses. Mais par contre, pour envoyer l'email, je ne peux pas utiliser la fonction mail parce qu'elle n'utilise pas le SMTP, mais je vais utiliser SwiftMailer. Donc au niveau de Packagist, hop, je vais chercher SwiftMailer. J'ai pris l'habitude de passer par Packagist plutôt que je sais que IntelliJ ou PHPStorm propose Composer, mais je trouve que dans les recherches, ils ne donnent pas les choses dans le bon ordre. Donc là, l'avantage, c'est que c'est plus rapide. Donc je fais un coup de Composer require SwiftMailer. Et SwiftMailer fonctionne avec trois composants. On a le mail transport qui permet d'indiquer comment transporter les messages. Donc nous ici on va mettre SMTP. On a le SwiftMailer qui permet d'envoyer ensuite les emails et le Swift Message qui permet ensuite de créer un message. Donc globalement ce qui va changer à chaque fois qu'on envoie un message, c'est le Swift Message. En revanche, ce qui ne change jamais, c'est le SwiftMailer et le Swift Transport. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre container pour le déclarer. Donc on va créer un nouveau container. Une nouvelle propriété dans le container qu'on va appeler mailer. Et ça sera une fonction qui prendra en paramètre le container. Donc à l'intérieur ici, on va créer un nouveau transport. Donc on va faire transport égale Swift SMTP transport. Voilà. On lui demande de créer une nouvelle instance et on lui passe en paramètre le nom d'hôte, ça sera localhost. Et ici, vu que j'utilise MailDev, ça sera sur le port 1025. Une fois que j'ai ce transport, je peux créer mon mailer en faisant un coup de mailer égale Swift mailer. Hop. Je lui demande de créer une nouvelle instance et je vais utiliser le transport que j'ai créé précédemment. Et ce que je fais, c'est que je retourne ensuite ce mailer-là. Voilà. Donc là, évidemment, vous pourrez mettre un code pour lui dire, il faut que tu utilises le Swift, je crois que c'est mail transport. Voilà, si jamais vous n'êtes pas en développement. Après, ce que vous pourriez faire aussi, d'ailleurs, je me dis que ça peut être pas mal. Allez, hop, on va créer dans le container une propriété qu'on va appeler debug. Ça sera une fonction qui prendra en paramètre rien du tout et qui fera ici un return true. Et après, ici, vous pouvez mettre if container debug. Dans ce cas-là, vous faites ce code-là. Voilà. Dans le cas contraire, vous utilisez le mail transport. Hop. Et vous pouvez comme ça affiner un petit peu tout ce dont vous avez besoin. Hop. Mail transport. Voilà. Et je crois que dans le mail transport, il n'y a besoin d'aucun paramètre. Maintenant que ce mailer est créé, je peux l'utiliser au niveau de mon page contrôleur. Donc au niveau de mon page contrôleur, je peux faire un coup de vis. Alors là, je suis embêté parce que je n'aurai pas accès à container vu que c'est dans le parent et que j'ai décidé de le déclarer en privé. Donc si je vais au niveau de notre contrôleur ici, je n'y ai pas accès. Donc ce que je pourrais faire, c'est créer une fonction mailer qui prendra rien en paramètre et qui retournera un coup de vis container mailer. Et si vous êtes sur du PHP 7 et que vous voulez en plus aider votre IDE, ce que vous pouvez faire, c'est lui dire ici, ça c'est de type Swift mailer. Voilà. Comme ça, après, lorsque vous utilisez dans votre page contrôleur un coup de $mailer égale visMailer, il saura de quoi il s'agit. Et là, vous pouvez ensuite, par exemple, lui faire la méthode send et il la trouve automatiquement, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est une première manière de faire les choses, qui est la manière explicite, entre guillemets, parce que vous déclarez manuellement les choses, ou ce que vous pouvez faire, c'est faire les choses de manière implicite. Alors c'est un peu plus compliqué après au niveau de la compréhension qu'aura votre IDE, mais vous pouvez lui dire, lorsque tu accèdes à une propriété que je ne connais pas, je veux que tu retournes la propriété qui se situerait dans le container. Donc là, je peux utiliser le $name comme ça, sauf que je suis pas forcément fan. J'ai plutôt utilisé la méthode get du container, et je lui passe en paramètre le name. Voilà. Si maintenant j'essaie d'accéder à mailer, donc je fais un coup de var dump
et je fais vis mailer, qui est une propriété qui techniquement n'existe pas. Si je réactualise la page ici, en resoumettant les informations, alors là il me dit container, il ne le connaît pas, hop. Alors hop, j'ai dû faire une petite erreur au niveau de notre container, et c'est pour ça que c'est tout en rouge ici. Effectivement, à la ligne 8, j'ai oublié un point virgule. Donc si je resoumets les informations, ben, je vois que j'obtiens bien un objet de type SwiftMailer. Donc à vous de voir ce qui vous semble le plus juste. Moi je vais rester sur cette option-là parce que c'est la plus simple. Du coup ici, hop, je peux envoyer mon email en faisant... Alors je crée un nouveau message en faisant Swift Message New Instance. Je crée une nouvelle instance de mon message. Donc le sujet, ça sera message de contact. Je vais lui rajouter qui c'est qui envoie le message. Donc je fais un set from. La personne qui envoie le message, ça sera un tableau qui contiendra en premier paramètre l'email. Donc c'est request. Hop là, request notre objet. Get param. Donc ça c'est une méthode qui permet de récupérer un paramètre en particulier et je lui demande l'email. Et le nom de cette personne-là, c'est ce qu'elle a rentré dans le champ nom. Donc ça sera request, get param et ce que l'on a dans le champ name. Voilà. Ensuite, je peux aussi lui préciser à qui on envoie l'email. Donc là, ça sera par exemple no reply. Ben non, en même temps, ça sera contact@localhost ou monsite.fr. Bon, peu importe. De toute façon, ça sera catché par maildev. Et ensuite, je définis le body. Donc le contenu de mon mail, ça sera un email vous a été envoyé. Et ensuite, j'affiche le contenu. Donc là, je vais aller à la ligne et je fais un coup de request. Get param et je récupère le paramètre content. Alors là, vu que je souhaite exécuter des chaînes de caractères à l'intérieur d'une chaîne de caractères, vu que je veux interpoler, j'utilise les double quotes, ça sera plus simple. Maintenant que j'ai ce mail qui a été écrit, je peux l'envoyer en faisant un coup de mailer, send, et je lui demande d'envoyer le message. Alors attention, mailer n'existe pas, c'est vis mailer. Alors je suis désolé, hein, j'ai l'habitude d'avoir le vis qui s'auto-complète, et là, ce n'est pas le cas. Donc comme ça, automatiquement, ça enverra un email. Maintenant, une fois que l'email est envoyé, je veux rediriger la personne vers la page de contact. Donc je peux faire ça en utilisant mon objet response. Donc je lui dis, dans l'objet response, je veux que tu renvoies un nouveau statut de type 302 pour un redirect, et je vais lui envoyer un header supplémentaire, et le header, ça sera un location, et je veux que tu renvoies vers la page contact. Alors, je vois que ce code-là va être long à écrire, et ici, je vais avoir besoin de l'objet router pour pouvoir ensuite utiliser la méthode path_for. Donc, je suis embêté sur plein de niveaux. Je n'ai pas accès au container, donc je n'ai pas accès au router, et ce code est un peu long à écrire. Donc là, je me dis, je vais l'injecter dans mon parent. Donc là, je fais un vis redirect, et je vais aller créer cette méthode-là, et on mettra simplement le nom de l'URL vers laquelle je veux rediriger. Ici, contact. Donc au niveau de mon contrôleur parent, hop, je crée une nouvelle méthode redirect, public function redirect, qui prendra en paramètre le nom de la route vers laquelle on veut rediriger. Et je suis un petit peu embêté parce que j'ai aussi besoin de la réponse. Donc là, hop, je lui passe en premier paramètre la réponse avant tout. Maintenant, je peux faire un coup de response, je lui renvoie le statut de 100, je fais un header. Ici, j'ai besoin du routeur, donc je peux faire vis container router ou même faire directement vis router path_for. Donc je lui demande le chemin pour l'URL qui s'appelle name. Voilà. Et ça, je le return. Comme ça, au niveau de mon contrôleur enfant, j'ai juste à faire un coup de return de ce truc-là. Ici, je fais un coup de return de vis redirect. Si maintenant je resoumets les informations en renvoyant, au niveau de maildev, je vois bien que je reçois mon email avec le texte. Et là, tout fonctionne correctement. Alors c'est relativement naïf comme implémentation parce qu'on a plusieurs problèmes. Le premier problème que l'on obtient, c'est qu'on n'a absolument aucun message nous indiquant que l'email est parti, ce qui est évidemment pas forcément très pratique. Donc là, on a besoin de transférer des informations d'une page à une autre, donc on va utiliser les sessions. Alors de manière globale, je vais déclarer et initialiser les sessions tout le temps, comme ça je n'aurai pas de problème pour y accéder. Donc là, je mets un coup de session start. Donc l'idée, c'est lorsque les informations sont soumises, de créer quelque chose que je vais sauvegarder dans la session et que je vais récupérer plus tard. Donc au niveau de mon page contrôleur, je vais enlever ce petit bout de code là. On va laisser juste la partie redirect. On remettra les messages un petit peu plus tard. Donc l'idée ici, c'est de dire, je vais sauvegarder dans la session un message que je vais appeler flash. Et dans cette session-là, je vais sauvegarder par exemple un message de succès et lui dire, votre email, votre message a bien été envoyé. Ensuite, ici, il faut que je récupère ce message. Donc au niveau de mon twig, je vais lui dire, je vais envoyer flash
donc c'est la variable flash, qui sera égale à $_session flash. Mais attention, cette variable n'est pas forcément définie. Donc là, hop, je crée plutôt une petite variable parce que avec les accolades, je ne vais jamais m'en sortir. Je fais flash égale ce truc-là. Si c'est défini, ben, je te donne la valeur. Sinon, je te donne un tableau vide. Voilà. Et là, je peux t'envoyer ça au niveau de ma vue. Maintenant, au niveau de ma vue, au niveau de mon... Hop, donc c'était... Alors, ça va pas être au niveau du layout, mais ça va être au niveau du page contact.twig. Au niveau de mon formulaire, tout en haut, ben, je vais lui dire, si tu as flash.success qui est défini, alors là, hop, je me suis gouré, c'est ce code-là. Si tu as flash.success, mais dans ce cas-là, je veux que tu affiches une div qui va avoir la classe alert-success, et à l'intérieur, tu vas afficher le message qui est sauvegardé au niveau du flash, comme ceci. Si maintenant je réactualise, ça va rien me donner, alors si ce n'est que j'ai une erreur, il me dit qu'il ne trouve pas l'index flash à la ligne 14. Ouais, hop, l'habitude de faire les choses plus simplement que ça, il faut utiliser ici un i7. Si je réactualise, hop, je clique sur envoyer et je n'ai rien. Alors je n'ai rien, hop, parce que ma méthode render ici, elle voit, elle apparaît en jaune, elle n'attendait que 2 paramètres et j'en ai un troisième. Donc ce paramètre, il faut que je le rajoute au niveau de ma déclaration. Donc au niveau du contrôleur, je peux lui préciser que ça peut prendre des paramètres supplémentaires que je vais appeler params, qui seront par défaut un tableau vide. Hop, et maintenant je t'envoie les paramètres supplémentaires. Si je réactualise en renvoyant les informations, on voit bien que ça me dit votre message a bien été envoyé. Alors par contre le problème c'est que ce message reste ici. Donc il faut lui dire lorsque tu as fini de rendre la vue, je veux que tu défaces ce que tu as dans la session. Ici bah, tu fais un session flash égale bah, du vide par exemple. Et hop, à cet endroit là, je peux faire un return directement. Voilà, je peux mettre ça au-dessus. Si je réactualise, ça me fait envoyer. Si je réactualise une seconde fois, le message a disparu. Alors le problème, c'est que si jamais vous avez besoin de faire ça à plein d'endroits dans votre application, vous le devinez, ça ne va pas être très pratique. Donc la première chose que je peux faire pour simplifier les choses, c'est cette méthode flash, la mettre au niveau de mon contrôleur parent. Donc idéalement, il faudrait créer une classe, mais on va essayer de ne pas forcément compliquer plus que ça. Donc j'essaie ici de créer une fonction flash qui prendra en premier paramètre le type de message et en second paramètre le message. Donc là, au niveau de mon système, je vais prendre ce que j'ai ici. Je vais d'abord vérifier est-ce que session flash existe. Donc on va mettre if différent de i7 $_session flash. Donc si ça n'existe pas, je veux que tu le crées en faisant session flash. C'est un tableau vide. Ensuite, tu vas créer dans session flash suivi du type, donc dans nous en l'occurrence ça sera success, et tu injecteras dans cette clé là le message qui est passé en paramètre. Et ça, tu le return. Bon, même s'il n'y a pas forcément besoin de returner quoi que ce soit ici. Au niveau de mon page contrôleur, maintenant je peux lui mettre this, je peux utiliser la méthode flash, et je vais lui mettre que c'est un message de type success, votre message a bien été envoyé. Et même, je me dis que je peux simplifier les choses en lui précisant que le premier paramètre, c'est le message, et en second paramètre, ça sera nécessairement success par défaut. Donc au niveau de mon contrôleur ici, je change l'ordre des paramètres, ça sera message en premier et type en second, et le type, ça sera success par défaut. Je me simplifie un petit peu la tâche. Second point qui va poser problème, c'est cette partie-là, qui est un petit peu rébarbative. Donc là, bah, c'est l'occasion idéale de commencer à utiliser les middleware. Donc je supprime ce code ici, je supprime ce code là, et on va créer plutôt un middleware. Donc les middleware, je vais les créer dans un dossier que je vais appeler middlewares. Et je vais créer un premier fichier que je vais appeler flashmiddleware.php. Donc je crée ma classe, donc là hop, j'ouvre mon PHP, je déclare le namespace, on va se situer dans le namespace app middleware, avec un S. Je crée ma classe flashmiddleware. Et comme on l'a vu, ça va avoir une fonction qui va s'appeler invoke, qui prendra en paramètre la requête, et en second paramètre la response, et en troisième paramètre le next. Voilà, alors là je vais typer un peu ça, hop, histoire qu'on s'y retrouve mieux. Donc là je vais directement dire que j'ai besoin de slim, et j'ai besoin de slim directement. Voilà, c'est une classe qui va être relativement spécifique, donc je préfère utiliser ça. Alors qu'est-ce que doit faire cette classe-là? Elle doit regarder si on a des choses dans le flash.
Si on a des choses dans le flash, on l'ajoute à notre twig et ensuite on unset. Donc déjà, unset c'est facile. Je fais un coup de if isSet $_session flash. Donc si ça c'est défini, je le non définis, je le unset. Et ensuite, je continue à appeler le reste en faisant un coup de return, next. Je t'envoie la requête et la réponse. Le problème, c'est qu'ici, j'ai besoin d'envoyer quelque chose à la vue. Et je suis embêté parce que je n'ai pas accès à Twig ici. Donc, ce qu'il va me falloir faire, c'est faire de l'injection de dépendance. Donc, je vais dire, lorsque tu initialises ce middleware, je veux que tu prennes en paramètre une instance de Twig Environment. Donc là, on fait un public function _ construct. Et à l'intérieur, je vais dire, tu prends en paramètre une instance de Twig Environment. Donc, Twig Environment, c'est ce qui permet d'envoyer des choses à la vue. À l'intérieur de cet objet-là, par exemple, je peux faire un coup de twig add global et ça permet de rajouter une variable globale qui est accessible par tous les templates. Et typiquement, moi je veux rajouter le système flash. Donc là, j'initialise ce champ-là et ici, je vais lui dire, dans le twig, c'est dans this twig environment, tu vas rajouter une globale qui sera flash et je vais lui dire, si session flash est défini, donc là on retombe sur la même rengaine habituelle. Donc c'est pour ça qu'idéalement, utiliser une classe pour gérer ce genre de tableau, ça serait beaucoup plus pratique. Mais bon, là, quitte à y être, on y est, on le fait comme ça. Et sinon, tu renvoies absolument rien, un tableau vide. Maintenant, ce middleware, il faut que je l'instancie, que j'utilise. Donc ça va se faire dans notre partie index et on va l'utiliser de manière globale. Donc là, on va le faire juste ici. On va définir nos middleware. Et on va faire un coup de app, add, new. Et là, ça sera flash middleware. Alors ce flash middleware, comme on l'a vu, il prend en paramètre un objet de type twig environment. Donc twig environment, comment je peux le récupérer? J'ai besoin de twig. Et pour récupérer twig, je le récupère grâce au container dans la vue. Donc là, hop, je vais récupérer le container en faisant $container égale app get container. Maintenant que j'ai ce container là, je peux lui dire ici, je récupère la vue en faisant app, en faisant container, view, get, environment. Voilà, hop. Donc ça, c'est cette méthode-là qui permet d'extraire le twig environment de la vue et après, dedans, on pourra y faire n'importe quoi. Alors si je réessaie, je soumets les informations, je vois que rien ne se passe, je clique sur envoyer et on me dit bien, votre message a été envoyé. Si je réactualise, je n'ai rien. Donc vous le voyez, pour le coup, c'est vraiment super sympa, ça fonctionne instantanément. Et maintenant, j'ai séparé une partie de mon code dans un middleware que je peux maintenir plus facilement. Alors maintenant, entre petits points, lorsque je soumets un formulaire vide, je veux pas qu'on me dise votre message a bien été envoyé, mais je veux qu'on me dise qu'il y a des erreurs et je veux globalement valider les choses. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer par, au niveau de notre contact.twig. Donc là, pareil, ça pourrait peut-être mériter d'avoir une vue séparée, mais on va dire si il y a une erreur dans Flash, je veux que tu l'affiches avec le type alert danger. Maintenant, au niveau de notre page contrôleur, si les données sont valides, donc on va mettre if true, on enverra, hop là, j'écris n'importe quoi, habitué à Twig à force. If true, on enverra le message de succès, et ensuite on redirigera vers la page de contact. Mais si jamais on a une erreur, else, on renverra, mais avec une erreur. Donc ici, on mettra en second paramètre le type de message, error. Et on mettra certains champs n'ont pas été remplis correctement. Et pour tester ça, ce coup-ci, ici, je vais mettre un false, histoire qu'on tombe directement sur le cas du else. Si je ressoumets les informations, on me dit bien certains champs n'ont pas été remplis correctement. Donc là, j'ai envie de mettre en place un petit système de validation. Alors pour mettre en place ce système de validation, je vais chercher un petit peu à droite à gauche. La librairie qui me semble le plus simple, c'est Respect Validator. C'est une librairie qui est plutôt simple. Globalement, elle ne vous gère pas les messages ni rien. Elle permet juste de valider un champ avec cette syntaxe-là. Mais ça peut servir de base, donc je pense que ça peut être pratique. Idéalement, moi j'aurais tendance à créer une classe qui enrobe un petit peu tout ça, mais on peut l'utiliser tel quel ici. Donc la première chose, ça va être de le charger. Donc là, on fait un coup de composer require respect / validation.
Et là, hop, on va mettre notre validation. Donc je crée un tableau errors qui va contenir les différents champs qui ont des erreurs et après je vais les vérifier un par un. Alors là je vais avoir besoin de validator, donc je vais utiliser respect validator et on va commencer par l'email. Alors pour l'email je veux une validation de type email et je lui dis que tu dois validate le paramètre qui se trouve dans request, hop, get param et tu récupères l'email. Si jamais ça c'est faux, je veux que tu sauvegardes dans les erreurs une erreur pour l'email et votre email n'est pas valide. Votre email n'est pas valide. Alors là, j'utilise une petite astuce. Globalement, lorsque vous faites un OR, si ça c'est un true, il va s'arrêter là. C'est true, donc c'est bon. Il n'a pas besoin d'exécuter le code qui se situe à droite. Donc je triche en utilisant cette syntaxe-là. Ça équivaut à lui dire si ça c'est false, dans ce cas-là, tu exécutes ce code-là. Mais je trouve que ça rentre sur une seule ligne et du coup c'est plus pratique. En tout cas pour moi. Je sais que certains ne seront pas d'accord, mais là pour le coup c'est plus rapide. Alors j'utilise une validation de type notEmpty pour le nom, donc c'est le nom de la personne. Et sinon je vais mettre ici le nom, vous devez rentrer votre nom. Et enfin je fais la même chose pour le contenu, donc ça sera content. Et ici je renvoie le contenu, content. Du coup, à la fin, c'est assez simple. On fait si les erreurs sont vides, dans ce cas-là, tout s'est bien passé, je peux envoyer l'email. Donc, c'est ce qu'on va remettre ce code ici. Hop. Impeccable. Mais si jamais on a eu des erreurs, on va mettre certains champs n'ont pas été renvoyés. Et de la même façon, on va renvoyer les erreurs en sauvegardant au niveau de notre flash les différentes erreurs. Donc là, on lui renvoie les erreurs sous forme de tableau. Et pendant mon test, pour éviter de devoir actualiser la page encore et encore et encore et encore, au niveau de mon Flash middleware, je vais enlever cette partie-là, histoire que les messages flash soient persistés à chaque actualisation. Si je resoumets les informations, je vois que je tombe sur cette page où on me renvoie toujours les erreurs, et par contre, j'ai envie de voir ce que j'ai dans Flash Errors. Donc là, au niveau de mon contact.twig, juste au-dessus de mon formulaire, j'ai envie de voir flash.errors. Alors si je fais ça, je vais obtenir une petite erreur, parce qu'il essaie de convertir ce tableau-là sous forme de chaîne de caractères. Et ça lui pose problème. Du coup, ce que je peux faire, c'est utiliser la méthode de dump de Twig. Mais si je fais ça, hop, je vais tomber sur une autre erreur où il va me dire, non, dump, tu ne peux pas l'appeler. Et je tombe sur cette erreur-là. Un GNU dump function. Alors c'est normal parce qu'il faut activer le mode debug pour Twig. Donc je vais revenir au niveau de mon container, c'est là où j'ai injecté le système de view. Mais je vais mettre ici, j'active le cache d'ailleurs que si on est en mode debug. Donc je peux utiliser ici le container debug. Donc si ça c'est défini, si ça c'est à true, dans ce cas-là tu mets true, tu mets false. Sinon tu vas mettre ce chemin-là, voilà. Et de la même façon, je vais lui dire je veux que tu débugs si container debug. Et pour qu'il débug correctement, il faut que je lui injecte une extension supplémentaire qui va injecter cette fameuse méthode dump. Donc là je vais lui dire if container debug. Donc si on est en mode debug, je veux que tu ajoutes dans view l'extension twig extension debug. Voilà. Si maintenant je réactualise, ça me donne ce petit dump qui est plus simple pour pouvoir voir les variables. Donc là, je vois que j'ai différents messages d'erreur et ce que je peux faire, c'est faire des petites conditions au niveau de mes formulaires pour les afficher correctement. Donc au niveau de ma partie contact, dans le form group, je peux lui dire si on a des erreurs. Donc là, on mettra un if flash.errors.name. Dans ce cas-là, tu rajouteras la classe as-error. Et après, je mets un indif. Et si je ne me trompe pas, voilà, je peux tout coller ici. Et de la même façon, je vais mettre une petite span ici, si jamais on n'a pas d'erreur. Enfin, si jamais on a des erreurs plutôt. Hop. Donc là, je mets mon indif. Je crée une span qui va avoir la classe help-block. Et à l'intérieur, j'y mets mon message flash.errors.name. Voilà, c'est relativement simple, mais c'est déjà une première implémentation d'un système d'erreur. Donc je le duplique ici, et je vais dupliquer ce système de classe partout. Donc là, c'est au niveau du form group, dans le form group. Donc pour ce cas ici, ça sera pas name, mais ça sera email. Et pour ce dernier cas, ça ne sera pas content, mais ça sera content. Enfin, je me comprends, ça sera pas name, mais ça sera content.
Voilà. Et je peux enlever le dump tout en haut, parce que j'ai vérifié que ça fonctionnait, et ça me permet d'avoir les formulaires un petit peu plus sympas et d'avoir un vrai retour au niveau des utilisateurs. Maintenant, je peux retirer au niveau de mon Flash Middleware ce code ici que j'avais écrit pour pouvoir tester les choses. Et hop, ça fait les erreurs une fois, mais si je réactualise, les erreurs disparaissent. Alors un autre petit détail, c'est que si je soumets mon nom et que je réactualise, j'aimerais bien que le nom soit conservé. Donc ce que je peux faire, c'est lui dire, lorsque tu détectes par exemple une redirection de type 302, tu vas sauvegarder les informations qui ont été envoyées en paramètre dans la session, comme ça tu pourras les réutiliser plus tard. Donc je vais avoir besoin de créer un nouveau middleware que je vais appeler old middleware. Alors c'est pas parce qu'il est vieux, mais c'est pour sauvegarder les old values. Donc là, hop, je duplique le flash middleware et je copie le old middleware tout simplement. Ici, je vois que j'avais pas laissé d'espace. Alors je sais pas comment ça n'a pas bugué, mais bon. Alors ici, le middleware va s'appeler old middleware. Pareil, il va avoir besoin d'injecter quelque chose dans Twig, donc je vais lui demander d'hériter de Twig Environment. Il va avoir besoin de request et tout ça. Et ici, on va récupérer la réponse. Donc on va faire response égale ça. Et ensuite, ici, on va lui demander de vérifier le statut. Donc on fait if response. Donc sans forcément regarder la doc, on cherche ce qui permet d'obtenir le statut. Donc on peut regarder la response, on cherche le statut, et on a ici get statut code. Impeccable. Donc on va lui dire globalement si le statut code n'est pas de type 200. If get statut code est différent de 200. Dans ce cas-là, on va sauvegarder les paramètres dans la session. Donc on fera un $_session. On sauvegardera dans une clé qu'on va appeler hold les différents paramètres. Et les paramètres, on les récupère en faisant response get params. Alors attention, non, c'est pas response, c'est dans request. Comme pour le flash middleware, on va rajouter quelque chose dans les globales. Et on va rajouter le hold s'il est déjà défini. Donc là, juste au-dessus, on va lui dire si tu as des choses qui ont été sauvegardées dans hold, je veux que tu les affiches. Donc là, hop, ça sera hold partout. Et après, tu unset si c'est déjà défini. Ça me paraît plutôt correct. On va tester ça, si ce n'est à la fin ici que je dois returner la réponse. Au niveau de ma vue contact.twig, je vais faire un coup de dump et je vais dumper hold. Et au niveau de mon index, je vais injecter en plus ce nouveau middleware. Donc on va l'appeler old middleware. Hop. Et ça prend les mêmes choses que tout à l'heure, donc c'est plutôt cool. Alors je vais essayer de resoumettre les informations. Je vois que ça me donne un tableau vide. J'envoie les informations en envoyant le nom et je vois que ça me donne ces différents champs qui ont été pré-remplis. Donc on voit que le nom est pré-rempli, ASE est pré-rempli avec du vide et content est pré-rempli. Donc au niveau de mes champs, au niveau de mon contact.twig, si je veux récupérer les anciennes valeurs, rien de plus simple. Je lui dis, je veux que tu récupères old. Donc là c'était name. Ici je veux que tu récupères old.email, donc c'est value égale old.email. Et là je veux que tu récupères le contenu. Ça sera old.content. Donc vous le voyez, au fur et à mesure, on améliore un petit peu notre code et on a toujours la maîtrise sur ce que l'on écrit. Donc là, mon code est vide, j'essaie de soumettre les informations et il me revient toujours avec les erreurs et les messages qui ont été pré-remplis. Donc c'est plutôt pratique. Alors après, si je veux rajouter un petit côté front-end, entre guillemets, je peux mettre ces champs en required, ce qui permettra d'éviter le problème de base. Et ici, ce champ, je le mets de type email, comme ça fera la validation côté navigateur. Mais au moins, je sais que côté serveur, on ne peut pas écrire n'importe quoi. Et là, j'ai cette validation-là. Et du coup, je vais fermer un petit peu tout et on va finir sur une dernière chose. Et après, promis, je vous lâche, les tokens CSRF. Alors, le problème que l'on a ici, c'est que quelqu'un soumet le formulaire. Alors, il sort l'inspecteur ici. Hop. On va aller dans l'onglet réseau et on soumet notre formulaire. Le formulaire est bien soumis et c'est ce que l'on voit ici. On a une 302 et on appelle ça en poste. Les données sont bien postées. Et on se retrouve à être redirigé. Le problème, c'est que si jamais on se dit je veux que tu réexécutes ce code-là encore et encore, on va pouvoir spammer entre guillemets le formulaire de contact, ce qui n'est pas très pratique. Donc on veut mettre en place un système de token CSRF pour s'assurer que la personne qui soumet ce formulaire, elle a bien soumis depuis notre site et qu'il n'y ait pas eu de problème particulier. Alors, d'abord je vais enlever le dump au niveau de mon contact.twig. Donc ici, hop, c'est dans la partie view, hop, je m'y perds déjà. J'enlève mon petit dump en haut et on va utiliser un système de token. Alors ne vous embêtez pas, il y a quelqu'un qui a déjà réfléchi au problème et cette personne c'est directement les gens de Slim. Ils vous proposent une extension pour le CSRF.
Donc cette extension fonctionne de la manière suivante. On rajoute dans notre container CSRF guard. Ensuite, on enregistre ce middleware là. Et partout où on en a besoin, ben, on a juste à créer ces champs supplémentaires. Et automatiquement, il fera la vérification. Alors, on est parti. On commence par charger Slim CSRF. Donc, je vais au niveau de Composer et je charge Slim CSRF. Ensuite, au niveau de mon système de container, je rajoute cette dépendance-là. Donc, au niveau de mon container, on va la rajouter en dessous de la partie, au-dessus de la partie View. On rajoute ça. Donc là, ils appellent juste ça C, hein, c'est juste le container, mais nous, on n'en a pas besoin, donc on ne va pas mettre de paramètres supplémentaires. Ensuite, ils rajoutent le middleware. Donc ce middleware, nous, on avait choisi de les rajouter dans index. Et on va la rajouter à la fin. Donc ici, on fait un app add, et on rajoute, donc on récupère notre container, et on rajoute CSRF. OK. Et normalement, à partir de maintenant, il fera les vérifications. Alors si on veut quand même s'intéresser à ce qui se passe derrière, c'est quand même important, on regarde cet objet guard, et on va chercher le invoke, parce que c'est la méthode qui est responsable de s'occuper des middleware. Donc dans cette fonction invoke, on retrouve ce que l'on a écrit, et globalement il dit, si la méthode c'est de ce type-là, je vérifie que j'ai bien les tokens CSRF, et si je ne les ai pas, je renverrai une erreur. Voilà, bon, c'est plutôt simple, et après, encore une fois, vous pouvez personnaliser la gestion des erreurs, c'est ce qui vous affiche un petit peu plus bas. Si maintenant j'essaie de resoumettre mon formulaire, donc je réactualise la page, je soumets mon formulaire en mettant des informations bidons, je tombe sur une erreur, il me dit qu'il ne trouve pas le token CSRF. Donc ça veut dire que cette sécurité est bien en place. Maintenant, il faut qu'au niveau de mon système, j'affiche ces deux petits champs-là. Alors moi, par contre, je suis embêté parce que j'utilise Twig et je peux pas, comment je fais pour générer ce code-là? Et je veux faire ça simplement. Donc mon idée, c'est au niveau de ma page contact, me dire, je vais pas me prendre la tête, tout en bas de mon formulaire, juste avant la fermeture, ou plutôt aller tout au début, je veux générer les champs CSRF. Donc j'aurai une petite méthode qui va s'appeler CSRF, comme ceci. Donc si je l'actualise, forcément je vais rencontrer un problème. Donc maintenant il me faut que j'injecte cette fonction-là. Alors là on a plusieurs solutions. On peut créer une extension pour Twig, mais le problème c'est qu'on a besoin d'accéder au niveau de notre fonction, notre génération à requête. Donc on est un petit peu bloqué. Donc la solution qui m'a semblé la plus simple, c'est de se créer un nouveau middleware. Donc je vais ici créer un nouveau middleware que je vais appeler CSRF Twig, ou allez, Twig CSRF middleware, qui va permettre en fait d'injecter ces formulaires-là directement pour Twig. Donc on se base sur le old middleware, ou n'importe lequel, c'est juste histoire de ne pas se répéter encore et encore, et on va appeler cette classe Twig CSRF middleware. Je crée, donc pour pouvoir injecter ça à la vue, je vais avoir besoin du Twig environment, mais je vais aussi avoir besoin du CSRF. Donc là, je lui demande d'accéder à CSRF, et CSRF, c'est une instance de guard. Maintenant, au niveau de ma fonction invoke, je vais pouvoir mettre le code qui va permettre d'avoir le token CSRF. Alors, pour rajouter une méthode au niveau de Twig, on a une fonction qui va s'appeler addFunction. Donc, on prend l'environnement, donc ça sera Twig, this.twig, et on lui dit, je veux que tu ajoutes une fonction, et cette fonction, ça sera une nouvelle instance de Twig simple function. Je lui passe en premier paramètre le nom de notre fonction, nous ça sera CSRF, et en second paramètre, une fonction à exécuter. Et cette fonction retournera les différents champs. Donc globalement, on doit écrire le code qui est ici. Donc j'ai besoin de this CSRF. Alors là, je suis un petit peu embêté, donc je vais créer une variable CSRF qui sera égale à this CSRF. Et comme ça, je lui passe au niveau de cette closure. Donc là, ce sera CSRF. Et l'avantage, c'est que maintenant, j'ai accès à l'intérieur de cette fonction-là à cette variable CSRF. De la même façon, ici, j'ai besoin de la requête. Donc là, je t'envoie la requête. Donc ici, ça sera request et request. Donc maintenant que j'ai mes différents champs, je peux générer ces deux petits formulaires-là. Alors j'ai directement récupéré ça sous forme de chaîne de caractères et ça donne ce truc-là. Donc c'est un champ de type hidden qui a le name key et le name. Et ensuite on a un autre qui a value key et value. Alors ces deux champs pour l'instant je les mets de type texte histoire qu'on les voit. Et après je retourne la réponse traditionnellement. Donc là je peux directement returner ça, j'ai pas besoin de créer une variable. Donc au niveau de mon index.php, dans les middleware, je vais rajouter mon middleware. Donc là je lui demande de rajouter un new CSRF Twig middleware. Donc ça sera Twig CSRF middleware. Je lui passe en premier paramètre donc
l'environnement, c'est toujours la même chose. Et en second paramètre, le CSRF. Voilà, j'utilise systématiquement l'injection de dépendance, comme ça si plus tard je veux tester les choses, ben, ça fonctionnera correctement. Je réactualise, et j'obtiens une petite erreur, et il me dit, il ne trouve pas, hop, ligne 21, vis CSRF. Oui, forcément je n'ai pas initialisé le champ, donc je ne vais pas aller bien loin. Je le réactualise, et je vois que mes deux champs sont vides. Bizarre, ça devrait être rempli. Alors en fait, c'est dû à l'ordre de nos middleware. Nos middleware sont rajoutés les uns par-dessus les autres. Donc le dernier rajouté est le premier à être exécuté. Le problème, c'est que s'il est exécuté en premier, ben, il ne connaît pas la valeur du token CSRF parce qu'il n'est défini qu'à partir de ce moment-là. Donc l'ordre des middleware est très important. Il faut que j'inverse cet ordre-là. Là, il arrive. Il commence par faire celui-là qui définit les tokens CSRF. Il fait ensuite celui-là qui injecte la fonction et après tout le reste. Si maintenant je réactualise, je vois que j'obtiens bien ces tokens ici. En revanche, ben on voit que le texte est échappé, donc là on a plusieurs solutions. Donc au niveau de notre contact, je peux lui dire, ben ça c'est du raw, c'est du texte brut, je veux pas que tu l'échappes. Donc là, hop, il me sort bien les champs. Ou ce que je peux faire, si je reviens au niveau de mon CSRF middleware, si je regarde mon simple function, je peux prendre des options en paramètres. Et j'ai un paramètre isSafe. Donc là, je vais lui dire, hop, en troisième paramètre, alors que je ne me gourre pas, c'est toujours compliqué, je vais lui dire isSafe et je lui dis c'est de l'HTML. Voilà, c'est safe pour de l'HTML. Si maintenant je réactualise, ça me sort ça, même si je n'ai pas le raw qui est défini ici, ce qui est plutôt pratique. Hein, on ne veut pas s'embêter à avoir raw tout le temps. Maintenant que je sais que ces champs sont valides, je peux les remettre en type hidden. Si j'essaie de soumettre mon formulaire une fois, je vais enlever la partie redirection au niveau de notre contrôleur. Donc au niveau de notre page contrôleur, je vais juste mettre ici un die OK. J'essaie de soumettre les informations, donc je soumets mon email, je soumets mon message, je clique sur envoyer, les données sont bien soumises. Par contre, si j'essaie de refaire un envoi, il détecte que ce token CSRF a déjà été utilisé et du coup il me bloque. Voilà, donc là j'ai mis en place un système contre un robot qui spammerait cette page en post avec des données bidons. Le robot est obligé de passer par la page contact pour envoyer les informations. Alors attention, évidemment en revanche, ça ne vous protège absolument pas contre une soumission multiple. C'est-à-dire que quelqu'un qui se décide de soumettre le formulaire 12 fois ici, ben, il pourra le faire. C'est-à-dire qu'il enverra, il resoumettra, il en renverra, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, à ce niveau-là, ça ne vous bloque pas du tout. Hein. Si j'essaie de resoumettre les informations, mon formulaire a bien été soumis. Et par contre, un dernier petit souci que je vois, c'est que les champs restent remplis ici. C'est ce qui permettrait à la personne de resoumettre encore et encore, hein, ce qui n'est évidemment pas une bonne chose. Alors je me dis que je pourrais changer ce redirect ici et lui donner en troisième paramètre le statut. Alors on est parti, donc dans mon contrôleur, je vais préciser le statut en troisième paramètre et je vais dire que, hop là, c'est pas ici, c'est ici, et je vais dire que par défaut, le statut c'est 302. Donc ça veut dire que c'est une URL qui a bien fonctionné, par contre il y a un redirect derrière. Ce que je vais faire, c'est que lorsque le formulaire échoue, ici, je vais utiliser au niveau du redirect un statut différent qui sera un statut de type 400 pour lui dire qu'il y a eu une erreur en fait et que les données n'ont pas été soumises. Par contre, s'il n'y a pas d'erreur, je laisse le statut 302. Ce qui me permet derrière de changer mon hold middleware et lui dire je veux que tu resets le hold seulement si le statut est égal à du 400. Ouais, je pourrais toujours le changer plus tard, mais voilà, ça permettra de résoudre ce souci-là. J'essaie de resoumettre les informations, les données se vident, j'essaie de soumettre les informations en me plantant. Alors forcément, vu que j'ai mis des required partout, je ne peux plus me planter. Hein. C'est bien et pas bien à la fois. Et si maintenant je resoumets les informations, les données sont bien persistées. Voilà. Donc l'avantage de contrôler le code ici, hein, c'est que véritablement on peut s'adapter à toutes les situations et faire quelque chose qui correspond à notre situation plutôt que d'avoir à s'adapter au framework que l'on utilise. Mais voilà pour ce petit système de soumission de formulaire et ce petit système de Slim. Alors d'ailleurs, dernier petit truc ici, je vois que la page d'accueil, là on ne peut pas cliquer dessus. Ce que je vais faire, si jamais là on me change d'adresse, ça peut arriver, bon, on va lui donner un nom, on va mettre ici un setName. Là on va lui donner le nom route, voilà. Et au niveau de notre page d'accueil, donc c'est dans notre layout.twig, ici, on va lui dire je veux le chemin pour l'URL route. Donc ici c'est route.
Comme ça, maintenant, je peux cliquer sur la page d'accueil et me rendre sur la page d'accueil. Et là, j'ai une base solide pour pouvoir commencer à créer mon application. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir un petit peu de cette vidéo? Je suis désolé, ça a été relativement long, mais je tenais vraiment à vous montrer un exemple concret pour vous montrer que malgré que Slim soit un micro-framework, on peut construire tout autour une certaine logique et rester quand même bien organisé sans forcément avoir besoin d'un gros framework. Donc Slim, ce qu'il vous offre, c'est assez simple, il vous offre un middleware, un routeur et un système de conteneurs. Donc le système de conteneurs va nous permettre de déclarer les différentes classes dont on pourra avoir besoin dans notre application. Ce que l'on fait, c'est que l'on crée une clé et on lui dit, voilà à quoi correspond cette clé. Dès que l'on essaiera d'accéder à cette clé en particulier, il fera le code pour initialiser la classe dont on a besoin. Donc l'avantage, c'est que il fait une sorte de lazy loading, il ne charge les choses que quand il en a besoin. On a vu que le système de routing pouvait être utilisé avec directement des fonctions, donc on peut utiliser une fonction et exécuter le code à l'intérieur, ou on peut utiliser un petit système de classes qui permet de séparer le code et de mieux l'organiser. Donc après, au niveau des fonctions justement qu'il appelle au niveau du routeur, il utilise le système de PSR7 pour l'objet request et l'objet response. Et de manière générale, il utilise aussi l'interface des streams pour pouvoir injecter du contenu à l'intérieur du body. L'avantage aussi, c'est qu'avec les middleware, on peut utiliser ces objets request et response pour pouvoir rajouter ou supprimer des comportements particuliers. Donc on l'a vu en l'occurrence avec l'objet old middleware, on a pu utiliser cet objet response pour se dire si jamais la réponse a un certain statut, je fais un traitement supplémentaire. Et de la même manière, on l'a vu aussi pour le cas du CSRF middleware qui est proposé par défaut, si jamais on a une requête bien particulière qui arrive, et qu'elle ne correspond pas à nos critères, on peut la cancel pour pouvoir faire quelque chose d'autre à la place. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça vous permet de greffer une logique particulière pour une ou plusieurs de vos routes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je n'ai pas été trop rapide sur certains points, et si vous avez des questions, ou si vous voulez voir peut-être plus de cas concrets en utilisant Twig plutôt que de gros frameworks, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à dire ce que vous en pensez, ça me permettra d'orienter les futurs contenus. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!